sommes le vendredi 31 octobre, il est 13h et quelques. Je vais vous parler du contre-transfert, notamment chez les astrologues. Moi-même, je ne suis pas astrologue, mais j'ai formé beaucoup de gens à l'astrologie et à la profession astrologique. Et cela depuis une trentaine d'années. Et le problème du contre-transfert, c'est le fait que l'astrologue se croit obligé, pour répondre aux questions qu'on lui pose, de suivre un protocole qui est celui qui lui est imposé par son client. C'est-à-dire qu'il doit dresser une carte du ciel et à partir de cette carte du ciel, il doit en tirer un certain nombre d'informations, de connaissances, de conclusions. Et s'il ne le fait pas, c'est un charlatan. Un des grands arguments, et j'avais déjà encore entendu ça l'autre jour dans la bouche de Serge Prémorel, d'ailleurs curieusement, c'était fin décembre, à une émission sur Europe 1, à l'occasion de la nouvelle année, comme ça se pratique souvent. Il disait, ah, mais ces astrologues qui se prétendent astrologues et qui ne pratiquent pas une bonne astrologie orthodoxe. Par exemple, qui rédigent des notices ou des rubriques astrologiques zodiacales et qui n'y connaissent rien. Alors lui, il se présentait curieusement comme un anti-astrologue. Mais un anti-astrologue, enfin bon, qui est un ancien astrologue, donc finalement il est un petit peu entre. Il y a plusieurs disques qui s'entrecroisent. Parce que l'anti-astrologue, il n'y a rien à faire que l'astrologue soit ou non un charlatan. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un charlatan? Alors pour un astrologue, dans le code de déontologie de certaines associations astrologiques, un bon astrologue, un astrologue sérieux, c'est celui qui est complètement dans le contre-transfert. C'est-à-dire complètement, il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Il fait exactement ce qu'il est supposé faire. Donc il va suivre le protocole de technique qui est accepté en temps normal. Maintenant, la question c'est de savoir la valeur de ce protocole, la valeur de l'outil astrologique. Et ça, c'est un problème qui est un petit peu éclipsé, esquivé. Ce qui est important, c'est que l'astrologue fasse ce qu'on lui a demandé de faire. On vient voir un astrologue, on lui demande d'utiliser ses outils pour répondre aux questions qu'on lui pose. L'astrologue, il fait ce qu'on lui demande. Maintenant, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est pas son problème à la limite. Alors, il y a le cas inverse. On va voir l'astrologue donne des réponses valables, mais il n'utilise pas les techniques supposées être utilisées. Donc c'est un charlatan. Vous voyez, la notion de charlatanisme dans le domaine de l'astrologie et dans d'autres domaines aussi, elle est extrêmement ambiguë et ambivalente. Dans un domaine qui se rapproche quelque part de la charlatanerie, le charlatan n'est pas celui qu'on imagine. Vous me direz, oui, mais alors à ce moment-là, si vous n'êtes pas un charlatan, pourquoi vous présentez-vous comme astrologue? Je ne dis pas ça à moi, mais enfin en général. Ben, c'est ça le problème de, comment dirais-je, de la thérapie par certains côtés. La thérapie, c'est fondé aussi sur des transferts, donc sur des croyances, sur des crédits qu'on accorde à l'autre, crédit qui vient du mot croyance. C'est ça. J'ai besoin de croire à cette personne parce qu'elle a une certaine aura, parce qu'elle a certains outils. Très bien. De là à ce que le contre-transfert du professionnel soit en symétrie par rapport au transfert du client ou du patient, c'est une toute autre affaire. Pour moi, il n'y a aucune obligation à ce que l'aide au client se fasse par le biais de l'outil
qui est le garant du transfert. Ou plus exactement, ce que j'ai appelé dans la nouvelle édition de 93 des clés pour l'astrologie, en parlant de cosmothérapie, c'est-à-dire que je dois aider la personne en jouant le jeu de son transfert, mais en utilisant d'autres moyens que ceux dont je suis supposé me servir, dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est ce que j'ai enseigné notamment à l'INAC, à l'INAD, Institut national des arts divinatoires, il y a une vingtaine d'années, l'INAD de M. Sissaoui, qui était à l'époque près de la gare de l'Est. J'avais pris en charge un certain nombre d'élèves. Et je leur disais exactement ce que je suis en train de vous dire. Savoir que il faut respecter l'attente formelle du client, mais il ne faut pas le faire sur le fond. C'est-à-dire, il faut que ce qu'on dise au client soit valable, même si ça n'est pas fondé sur ce que croit le client être ce que vous faites. Il y a là une astuce qui est assez classique dans le domaine de la thérapie. On sait très bien qu'il faut jouer un certain jeu, il faut utiliser certains types de supports. Le mot support, il n'est pas réservé aux voyants. En psychanalyse, en psychiatrie, en psychothérapie, on utilise des supports. Qu'est-ce que le test de Rorschach sinon un support? Et beaucoup de psychothérapeutes utilisent le tarot comme un support. C'est-à-dire comme un moyen de faire que quelque chose se passe, que ça débloque quelque chose, que ça libère quelque chose. Donc, moi, ma méthodologie, c'est effectivement de substituer à une fausse astrologie, qui est l'astrologie qui est dans le commerce, qui est l'astrologie dominante, une vraie astrologie. Et le problème, c'est que il y a là une espèce de transfert, c'est ce que je veux dire. Il y a une espèce de translation entre la fausse astrologie qui permet que le client vienne vous voir et la vraie astrologie qui permet de donner au client l'aide qu'on peut lui donner. Et ces deux astrologies-là ne sont pas identiques, ne sont pas en communication véritable, ne sont pas des vases communicants. Mais l'astrologue doit être à l'interface entre ces deux astrologies. Une astrologie qui est connue, qui est reconnue par un certain public, qui est validée, entre guillemets, mais qui n'a pas de valeur véritablement parce que tout simplement elle est beaucoup trop alambiquée, beaucoup trop compliquée et elle est quasiment inutilisable dans la pratique. Et une autre astrologie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus décantée, beaucoup plus compréhensible et qui n'est pas celle que vient chercher a priori le client. Si on rajoute que le client, lui, il voudrait une astrologie qui vienne d'en haut, j'ai fait un petit livre que je vous recommande, qui s'appelle L'astrologue face à son client, les ficelles du métier. Vous trouverez sur Internet et également en traduction anglaise. C'est-à-dire que le client, avec des très belles illustrations et amusantes, le client, il attend certaines choses de l'astrologue. Mais finalement, ce que l'astrologue peut lui donner, c'est même pas tellement individuel, c'est plutôt collectif, c'est des statistiques, c'est des probabilités. L'astrologue, il ne peut vendre que des probabilités. Et le client, lui, il est déjà en attente de quelque chose pour moi, qu'est-ce qui va m'arriver à moi personnellement. Là aussi, il y a là aussi une translation à gérer. Et au bout du compte, c'est ce que je disais à mes élèves, il y a 20 ans, je disais, à un moment donné, il faut que le client accepte cette idée qu'il n'y a de science que du général. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte qu'il n'est pas tout seul, et que ce n'est pas l'aider que de lui parler de lui tout seul. Il fait partie d'une... Et que quand un produit
est artisanal et uniquement sur du sur-mesure, il n'est pas tellement valable. Est-ce que quelqu'un va acheter une machine à laver qui n'a été fabriquée qu'à un seul exemplaire? Donc même dans la vie courante, les gens ne sont pas comme ça. Dans la vie courante, ils achètent des produits qui sont ce qu'on appelle la consommation de masse. En astrologie, eh ben, finalement, on est aussi dans une consommation de masse. Je comprends que des gens veuillent sortir de la consommation de masse, ne veulent pas être un numéro perdu parmi N autres, mais finalement, au bout du compte, ce à quoi doit aboutir la consultation astrologique, par-delà les renseignements qu'on peut apporter à la personne sur le plan de son avenir, les probabilités de son avenir, c'est déjà qu'elle comprenne qu'elle fait partie d'un ensemble, qu'elle est solidaire d'un ensemble, qu'on n'est pas sur des planètes séparées les unes des autres, on n'est pas sur des monades, on est dans le même bateau, et à un moment donné, on vit des choses en commun, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Et ça, c'est une philosophie, ce que j'appelle le breaching, ce que j'appelais autrefois le breaching, c'est-à-dire une philosophie, et j'en parle justement dans mon ouvrage, La cosmothérapie, enfin, dans l'ouvrage, enfin, la cosmothérapie, c'est le thème que je développe dans Clé pour l'astrologie 1993 chez Segers. Voilà, le breaching pour les profs, là je parle des enseignants. J'enseigne à des astrologues à faire du breaching, c'est-à-dire dire à un moment donné, écoutez, bon, très bien, mais je voudrais quand même que vous compreniez que ce que je vous dis, c'est général. Ce n'est pas pour vous tout seul, vous n'êtes pas tout seul au monde. Il n'y a pas vous qui vous arrive ceci, puis un autre qui arrive à un autre moment. Non, les choses arrivent synchroniquement, simultanément. Non seulement simultanément entre vous et les astres, mais simultanément entre les gens qui sont autour de vous et qui vivent aussi des problématiques semblables. Ou si vous préférez, qui interagissent avec vous de toute façon. L'interaction, c'est quand même ça. L'interaction, c'est la simultanéité. Même s'il y en a un qui se déplace et l'autre qui est celui vers qui on se déplace, quelque part, tous les deux, ils se rencontrent. Et c'est ça l'interaction, et c'est ça qu'on va prévoir. Donc le breaching, c'est de dire, ben voilà, écoutez, très bien, mais j'aimerais bien que vous preniez conscience que la science astrologique ne peut exister véritablement que si elle a une valeur statistique. Et donc, vous, en tant que... C'est pour ça que moi, je me souviens très bien, quand je recevais au téléphone des gens qui voulaient suivre des cours d'astrologie, je leur demandais, mais est-ce que vous voulez être astrologue ou est-ce que vous voulez consommer de l'astrologie à haute dose? La grande ambiguïté des cours d'astrologie, c'est que ça rassemble beaucoup plus de la deuxième catégorie que la première. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pour ça qu'il y a eu finalement si peu de gens qui ont été formés à l'astrologie en tant que professionnels. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'on les forme. En fin de compte, ces gens-là, ils veulent surtout apprendre l'astrologie pour pouvoir la consulter, pour pouvoir utiliser l'astrologie pour eux, pour leur rapport avec les autres, de façon intensive. Mais ils n'ont pas envie d'en faire leur profession. Parce que l'amateur, justement, il est beaucoup plus fanatique et passionné que le professionnel. L'amateur, il croit dur comme fer à ce qu'il dit et à sa façon de faire. Le professionnel, lui, il prend la distance. Mais à mon avis, il faut, dès le départ, si quelqu'un, déjà, ne sélectionner, si on veut vraiment créer une école normale d'astrologie, c'est des gens qui sont vraiment faits pour une école technique d'astrologie, on ne prendra que des gens qui veulent avant tout faire de l'astrologie leur métier. Et moi, je les formerai par rapport à ça. Et inversement, ceux qui veulent se plonger, s'immerger dans l'astrologie, s'exposer lourdement à l'astrologie, en devenir addict, ben pour moi, je les mettrais je les prendrais pas. Voilà.